Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à un one-shot, la malédiction de la momie, avec le système Chronique oubliée Pulp de Black Book Edition. Bonsoir les amis. Bonsoir. Ça fait du bien. On est de retour. On est de retour. Pour vous jouer, non. Non, mais après, on paye des droits. En tout cas, ça fait plaisir de se retrouver entre les anciens et les plus ou moins nouveaux. Enchanté. Et ouais. Donc on a Yo qui nous rejoint pour plusieurs saisons. Oui. Parce qu'il fait partie maintenant de Critical Play. Et puis, vous connaissez aussi Amandine. Oui. Voilà. Et puis, elle va nous suivre aussi pendant un petit bout de temps. Sachant qu'avant, n'hésitez pas, parce qu'on en a besoin, vu qu'on est une toute nouvelle chaîne, donc à mettre des pouces si vous avez aimé l'épisode, on le redira à la fin, et puis vous abonner si ce n'est pas déjà fait, profitez-en. Et puis, si vous voulez soutenir la chaîne, parce qu'on ne sait jamais, on a un Tipeee, on mettra tout en lien donc, dans la description, pour donner un peu de sous-sous pour qu'on puisse avoir un magnifique matériel pour monter de gamme. De pointe. Ouais, 2.0. Et puis, on va se lancer tout de suite dans le bain en décrivant un petit peu les personnages. Tiens, en commençant par ce cher Baxter, interprété par Yo. Alors, Baxter Razlo, donc je suis engagé pour être le garde du corps de notre cher patron, qui finance l'expédition à laquelle on participe. Et tu es un Mafieux. Un mafieux. J'aime l'action, j'aime beaucoup l'action. On va voir si d'autres personnages aiment l'action. En tout cas, dans le pulp, il va y en avoir. J'espère. Ouais. Et Amandine, donc, qui va jouer notre médecin. Exactement, je suis un médecin du groupe. Donc moi, je m'appelle Sybille Mossiz. Je suis déjà sur place. J'ai facilité la conception, on va dire, de l'équipe parce que j'avais des contacts, étant donné que mon fiancé archéologue a disparu également. Et du coup, j'étais déjà sur place. Voilà. Et sinon, côté trait de caractère, je suis un peu entreprenante, un peu baratineuse. Voilà, j'arrive quand même un petit peu à essayer d'avoir des informations facilement, cerner les gens, etc. Et on va passer au chef de cette expédition, l'expédition Philman. Je suis Mason A. Philman, mania, philanthrope. Voilà. Et j'ai monté cette expédition dans le but de renflouer un peu les caisses qui ne sont pas forcément au beau fixe. Ah oui. Ouais, c'est étrange, c'est étrange. Le crâne. Vous pouvez m'expliquer pourquoi, monsieur? Je vous expliquerai mon petit. Justement, notre cher journaliste, interprété par Cha. Sébastien Wang, journaliste. Moi j'ai la quarantaine, je suis d'origine japonaise, je travaille aux Chronicles. Et du coup, monsieur Philman m'a demandé de suivre l'expédition. Et puis niveau caractère, moi je suis un peu bourru, j'ai besoin de faits, je suis un peu cartésien. Du coup un petit peu agaçant quoi. Un chouïa. Un chouïa. Un chouïa. C'est parfait. Maintenant, ils ont le cadre, enfin, une partie du cadre. Et puis, on va donner l'ensemble de cette histoire qui va lancer l'aventure. Donc, dans les années 30, au Caire. Et puis, une fois que la vidéo sera passée, le générique. Et puis, on se retrouve. Un proverbe égyptien raconte que l'Égypte est un don du Nil. Mais parfois, lorsque des secrets millénaires s'immiscent dans les rouages bienfaiteurs de cette offrande de la nature, les dieux eux-mêmes deviennent cruels et impitoyable. Notre histoire débute aux États-Unis, dans les années 1930, en 1936 pour être exact. Le krach boursier a détruit des pans entiers de l'économie américaine et des entreprises ont coulé comme le Titanic, les magnats de la finance devenant les nouveaux naufragés d'une économie en berne. Au sein du flambant neuf Empire State Building, le financier Mason Aaron Philman, membre des Égarés modernes, décida de lancer une expédition en Égypte pour trouver le passage de la Terre creuse. Membre récent d'un ordre ancien pour récupérer son influence, la sombre entité de sa confrérie lui indiqua que seule la Terre creuse pourrait être son salut, une source de puissance inépuisable. Après quelques fructueuses recherches de la part du journaliste Sébastien Wang, spécialiste dans ce domaine, Mason a découvert que l'entrée de celle-ci serait indiquée dans les papyrus d'Anubis, d'antiques et mystérieux écrits rédigés entre le 2e et le 1er millénaire avant Jésus-Christ.
Pour financer son expédition, Filman dut faire appel à l'un des éminents mafieux de New York, Giuseppe Raslo. En tant que sponsor, Raslo décida d'envoyer officiellement son neveu, Baxter, pour être le bras armé de l'expédition Filman. Officieusement, pour surveiller les agissements du financier. L'expédition arriva en août 1936 au Caire, capitale du royaume d'Égypte. Ce pays multiséculaire, au charme envoûtant et à la culture fascinante, est dirigé depuis quelques mois par le roi Farouk. Cela fait 14 ans que l'Égypte est indépendante, même si la mainmise des Britanniques est encore présente, notamment sur le canal de Suez, ce qui donne une atmosphère étrange et particulière au don du Nil. C'est là que l'expédition fit la rencontre de Sybil Moses, une jeune médecin qui les rapprocha de l'archéologue Nora Lake. Cela faisait 2 semaines que l'expédition étudiait des vestiges sur le site de Memphis, au sud du Caire, le long du Nil, ancienne capitale de la Basse-Égypte antique. Lorsqu'enfin, le groupe trouva les fameux papyrus d'Anubis. Mais l'histoire ne fait que commencer. Cela fait 2 semaines que vous étiez en Égypte lorsqu'enfin vous trouvâtes les papyrus d'Anubis, divinité à tête de chacal qui présidait à l'embaumement et accompagnait les rois défunts dans l'au-delà. Il est le maître des nécropoles. Il y a 48 heures, à Memphis, ancienne capitale de la Basse-Égypte, le long du Nil salvateur du pays, votre expédition, l'expédition Filman, a mis la main sur les textes permettant de repérer l'entrée de la mystérieuse Terre Creuse. Malheureusement pour vous, Nora Lake, l'archéologue ayant récupéré les papyrus pour les traduire, a été enlevée. Cela fait maintenant 24 heures que vous tentez de la retrouver lorsque vos soupçons se sont portés sur son contact sur place, au Caire. Arthur Chamberlain, un explorateur français coincé en Égypte depuis une dizaine d'années. Vous en êtes sûr, il était le seul à savoir que vos fouilles portaient sur les papyrus d'Anubis ainsi que votre découverte récente. Vous êtes donc à l'intérieur d'une opiumerie, c'est-à-dire une fumerie d'opium. Un puissant narcotique. C'est un lieu où le français a ses habitudes. L'opiumerie se trouve dans le Vieux-Caire, la partie la plus ancienne de la cité. Le Caire est une ville typique où cohabitent 2 modèles. D'un côté, la partie ouest, coloniale et moderne, constituée de grands bâtiments blancs, de larges avenues tracées par les Européens, et dont le tramway permet de relier le nord et le sud. Cet espace européen a fortement étendu la cité victorieuse, puisqu'elle est passée, en 50 ans, de 1000 hectares à 16 000 hectares environ. De l'autre, la vieille ville, celle de ses habitants égyptiens, composée d'une myriade de petites rues et ruelles étroites, de passages couverts où les odeurs d'épices et de couleurs chamarrées, dont le souk, le quartier marchand et le joyau. Diverses boutiques d'antiquités, de produits typiques et de multiples voies offrent un panorama de la merveilleuse et enivrante complexité du Caire dont la population est estimée à 1,3 million d'habitants. À l'intérieur de l'opiumerie, différentes personnes sont présentes, allongées pour profiter du narcotique vendu en ce lieu. Ce sont des âmes en peine dont la toxicomanie se lit sur leur regard vague. Tout est assez étouffant dans ce lieu. Tout d'abord les tapis, posés à même le sol pour dissimuler la vétusté du lieu de manière sommaire. Des tapis positionnés aussi, par endroits, entre des poutres apparentes pour séparer symboliquement l'espace en quelques petites alcôves. Et des encensoirs, plusieurs encensoirs tentant d'étouffer symboliquement l'odeur qui retient votre attention. L'odeur de ce que les spécialistes nomment la divine drogue est une odeur saturant l'ensemble de la pièce dont un léger nuage vaporeux flotte à la surface de votre regard. L'effluve est sensuelle, puissante, une émanation de vanille et de résine qui vous prend au nez dès votre entrée. En examinant les lieux, vous repensez à votre réflexion, celle qui vous a conduit jusqu'ici. Arthur Chamberlain était le seul à savoir, pour les papyrus d'Anubis, ainsi que votre découverte lors de vos fouilles à Memphis. Il s'était vaguement relevé lorsqu'il vous a vu de ses petits yeux embrumés par l'opium lorsque vous êtes déplacé dans sa direction. La lumière est diffuse.
Seules quelques légères lucarnes en hauteur laissent pénétrer une fragile lumière tamisée, dont les rayons du soleil permettent d'observer le balai de la poussière environnante. Lorsque vous vous êtes trouvé à 4 mètres de lui, pas très loin d'un des piliers en pierre soutenant l'édifice, vous avez vu derrière vous de grandes ombres se dessiner, étrangement menaçantes. Vous n'avez pas eu le temps de poser la moindre phrase aux Français que déjà 5 hommes, des Allemands, des membres du parti nazi, avaient débarqué. L'un d'eux est étrange, plus grand, plus sec, un regard farouche dans les yeux, portant de petites lunettes rondes, les cheveux rasés sur le côté et plus longs sur le dessus. Il semble ne pas appartenir au parti dirigeant l'Allemagne depuis 1933. Pourtant, il est clair qu'il dirige le groupe. Il prend soudain la parole. Il est à nous, à présent. Vous comprenez très rapidement qu'eux aussi cherchent Arthur Chamberlain. Au moment où il se rapproche de vous, Arthur, d'un bond, se lève, titube une fraction de seconde et file à l'anglaise aussitôt, bondissant tel un lion en cage. Les Allemands cherchent à stopper toute intervention de votre part, en brandissant leurs armes sorties de leur long manteau en cuir noir pour vous attaquer. Baxter, toi qui as l'initiative, que fais-tu? Bah, je vais faire comme eux. Je vais sortir mon arme et directement... Eh bien, vas-y. Donc tu sors ton arme et puis directement, donc tu peux tirer. Tu vises lequel? le plus proche. Ok, donc bien c'est, on va l'appeler le nazi numéro 1. Il a certainement un nom et une famille, tu sais. C'est possible. Et la pression. Dès de 20. Le premier. 17. 17 plus donc ton modificateur d'attaque à distance. Donc ça fait 21. Plus 4. Ok. Donc ça touche, donc tu peux faire tes dégâts. Donc avec ton arme, c'est quel dé? Des 10. Sachant que c'est des dés ouverts, si tu fais 10, tu peux relancer autant de fois que tu fais 10. Ah, ça peut venir vite. Ah, ça peut venir vite. C'est un 6. Ok. 6 plus 1, ça fait ça. Donc il est toujours là, mais tu l'as bien amoché, donc tu tires donc, aussi rapidement que ton ombre. Il a même pas le temps en fait de dégainer que direct tu l'as touché. Ensuite, donc Sibylle, que fais-tu? Donc tu vois Arthur Chamberlain qui lui est en train de partir vers la sortie, donc une partie, alors pas directement l'entrée par laquelle vous étiez passé, mais tu vois qu'il prend un long couloir, il essaye déjà de passer un long couloir, et tu vois qu'il y a des escaliers qui permettent d'accéder à la partie la plus haute, et sûrement vers une ruelle adjacente. Bah non, je tire aussi sur le premier en fait que je vois. Le même que Baxter ou un autre? Non, celui qui est le plus proche de moi en fait. Bah, celui qui est le plus proche, c'est cet homme en long manteau en cuir noir avec ses petites vésicules, Ah ouais. qui lui commence déjà en fait à lever la main. Il lève la main, mais en fait ça veut dire quoi son geste? Je te laisse, il commence à la lever tranquillement. Ils ont l'air d'être ouverts à la communication ou? Pas trop. Ah, ils ont pas trop envie d'échanger. D'accord, on n'est pas dans le... Ok. Oui, bah je tire dessus en fait. Ok, eh ben vas-y. Donc dé de 20 plus ton attaque à distance. Il y a dextérité aussi? Non, elle est déjà comptée dans ton... Ah, donc ça fait 14 alors. Ok, eh ben 14, donc hop, je regarde un petit peu, ça touche. Donc tu peux faire tes dégâts. 8. Eh ben tu peux relancer. Ok. 4. Ok, donc ça fait 12. Donc il est toujours là mais bien amoché. Donc tu vois qu'en fait il levait la main et il la dirige petit à petit vers toi. Ensuite, donc, eh bien c'est au tour de Mason. Donc que fais-tu? Bien, du coup, je vais aller poursuivre Chamberlain. Donc, je fais un petit messieurs et je m'en vais. Donc pour courir, donc fais un test de dextérité. Donc vous êtes à 2 de passe donc l'un l'autre. 8. Ok, je vais lancer. Ok. Bah, vous êtes toujours à 2 de passe de distance, donc lui continue à monter les escaliers, toi tu te déplaces dans sa direction. Ensuite, donc que fais-tu, Sébastien? Moi, je vais sortir mon Colt. Ok, et tu vises qui? Celui qui lève la main comme ça, là, j'aime pas trop. Ok, eh ben vas-y, avec ses petites lunettes. Dans une vie antérieure, ça te rappelle des trucs? Ouais, j'aime pas trop là. Et ben 4, donc voilà. 4 plus la distance, ça bouge. Ok, donc tu sors ton arme et tu tires et ça passe juste à côté, tu vois qu'il regardait très légèrement avec un léger sourire et il continue donc toujours dans cette direction. Ensuite, donc c'est au tour des nazis. Donc le premier, celui que tu visais, eh bien, il va essayer de te toucher aussi. Donc premier, t'as combien à la défense? À la défense, j'ai combien?
Donc tout en haut à droite. Merci, 13. Donc ça rate. Ensuite le deuxième, il essaye aussi de te toucher. Il fait un 1. Donc tu vois qu'en fait son arme, il essaye, tu vois que d'un coup elle est enrayée. Donc ça bloque. Ensuite donc celui avec ses petites vésicles, donc qui essaye de viser Sibyl. Donc il lève entièrement la main et vous entendez tous une légère petite voix, presque suraiguë, qui se colle à sa propre voix, diffusant un son nettement plus grave. Ce phénomène est très étrange car c'est comme si deux personnes récitaient au même instant un dialecte fort ancien et impie. Sibyl, tu sens l'atmosphère autour de toi devenir nettement plus lourde. La lumière, déjà faible, diminue encore en intensité. Une obscurité surnaturelle semble te maintenir sous son joug. Cet être étrange devant toi continue d'entonner son chant démoniaque, psalmodiant en murmurant de ses voix rauques et suraiguës. Vous autres, Baxter, Mason et Sébastien, de cette obscurité, vous parvenez à y discerner des ombres mouvantes, des noirceurs ailées, des formes griffues. C'est comme si une scène de l'apocalypse se dessinait au sein de ces ténèbres. Les quelques drogués présents, allongés, hagards, hurlent à la mort en apercevant eux-mêmes de cette obscurité malaisante des créatures. Ils gesticulent tandis que certains Égyptiens se jettent sur eux pour les maintenir dans une position allongée. C'est comme si les membres de cette opiumerie, quant à eux, ne voyaient pas ce qui se dissimule dans cette noirceur surnaturelle. Étonnamment, Sibyl, tu parviens à entendre un mot qui te glace d'effroi, car tu comprends instinctivement ce qu'il pourrait signifier pour toi, un mot qui résonne d'une manière sinistre. Le mot « mort ». Et fais-moi un test de constitution que tu dois absolument réussir. Tu peux par exemple utiliser donc des points de chance, voilà, qui te permet avant le jet donc de rajouter plus 10. Ouais, allez, je vais prendre un point de chance. Ok. Bah vas-y. Donc tu le mets dans le petit voilà et puis tu rajoutes donc t'as plus 9. Plus 9. Oh. 19. Non, mais c'est toujours quand tu utilises tes points de chance que tu fais des gros scores. Hein. Donc tu te prends malgré tout des dégâts, mais c'est beaucoup moindre que ce que tu aurais pu subir avec son action. Donc ça fait 4 points de dégâts. Ok. Donc tu peux retirer 4 points de vie. Non. Ensuite, le nazi numéro 3, donc il va essayer de viser... Vous êtes plus que 1, 2, 3. Donc c'est 2, donc eh bien notre cher médecin. Normal, faut mettre le leader en premier. Donc t'as combien à la défense? C'est marqué tout en haut à droite. 12. Ok, donc ça rate. Et ensuite, donc le quatrième, donc sur notre journaliste, Sébastien. Donc t'as combien à la défense? 11. Ça rate aussi. Le dernier Allemand tire à côté. Les balles fusent dans l'opiumerie. Le bois, à certains endroits, termine la trajectoire de ses attaques à distance. L'un des dirigeants de cette opiumerie se déplace à vive allure en direction des 2 draps formant l'entrée de sa boutique pour sortir nerveusement dans l'une des ruelles du Vieux-Caire. Finalement, il n'y a que cet homme aux petites lunettes rondes et aux yeux bleus quasi translucides, à la voix innommable, qui avait en partie réussi à atteindre sa cible. Nouveau tour. Donc Baxter, que fais-tu? Est-ce que je vois s'il y a un lustre au-dessus d'eux, quelque chose sur lequel je pourrais éventuellement... Ouais, il y a un vieux lustre en bois en fait avec plusieurs bougies, donc pour certaines éteintes, pour d'autres qui ont complètement donc cette cire qui a coulé très légèrement et qui se retrouve un petit peu en sol. Ça a l'air massif et assez imposant et tu as une sorte de chaîne qui est plus ou moins rouillée donc au-dessus. D'accord, bah, je vais essayer de tirer sur cette chaîne. Ok, donc ça va être difficile, mais tu peux essayer de toucher. Bah, t'as dit que tu le fais, de toute façon. Non, je pense à autre chose. Point de chance? Pas de chance, mais... On est au début, hein. C'est ça. Allez. T'as fait 9? C'est un... Si, c'est ça, c'est un 9. 9 plus 4, ça fait 13. Ouais, donc ça passe à côté, donc tu as essayé de viser, ça passe juste à côté. Ensuite, Sibyl, que fais-tu? Moi, je suis un peu choquée par le mot que je viens d'entendre, je comprends pas bien, mais je me ressaisis et je le retire. Eh ben vas-y. 17, 19. Ok, ça touche, donc vas-y, fais tes dégâts. 2. Ok. Bien, décris-moi la scène. Oh bah du coup j'ai mon arme et je lui vise la tête et je lui dis c'est toi qui vas mourir et je tire comme ça. Ok, et tu vois la balle en plein au milieu du crâne et tu vois qu'il te regarde encore avec sa main levée.
et il chute. Donc il tombe, la poussière virevolte très légèrement. Et donc c'est à toi. Et donc tu vois monter les escaliers très rapidement Arthur. Donc bien faites votre test de dextérité. Si je fais une action, je perds une passe. Ouais. Ok, je vais pas faire l'action. 13 plus 1, 14. Ok, donc t'as réussi, lui il a raté, donc t'es plus qu'à une passe. Donc tu montes, tu vois qu'il prend beaucoup plus de temps, en fait il titube donc en montant les escaliers, donc il arrive au niveau de la porte, toi t'as pris déjà un peu plus de temps, t'es déjà à la moitié donc de l'escalier. Ensuite, donc Sébastien. Ah, du coup, moi je tirais sur le mec à lunettes. Bon, bah, elle l'a fini avant moi, du coup je fais un sort de... Et puis je me dirige vers le gars qui m'a tiré dessus tout à l'heure, qui a essayé tout du moins. Et j'ai fait 12. Eh bien ça touche. Donc fais tes dégâts. Alors, Donc c'est des de 8 je crois, c'est ça? ouais, c'est ça. Eh ben, 7. 7, donc il est toujours là mais bien amoché. Et tu vois qu'en fait, quand il voit donc ce qui a l'air d'être leur chef tomber avec cette balle en plein centre de leur tête, il recule et tu vois qu'il commence à partir donc en direction de l'entrée que vous aviez déjà pris auparavant et aussi. Et tu vois qu'il fuit. Donc il reste plus que toi, donc lui il commence déjà à ouvrir la porte. Donc t'as cette lumière qui d'un coup donc irradie à l'intérieur de cet escalier que t'es en train de monter. Test. 20 naturel. Ok, eh bien décris-moi comment tu l'arrêtes. Eh ben, du coup, il est en train de sortir, je suppose. Donc du coup, je cours derrière lui et juste du pied, je lui fais un petit chassé pour qu'il s'étale par terre. Je me rapproche de lui, je lui mets quand même le genou sur le dos. Et mais nous n'allons pas nous quitter quand même. Et tu vois qu'il fait juste un léger râle. T'es dans une petite ruelle, une ruelle passante où pas mal d'Égyptiens continuent à serpenter dans le dédale formé par le souk. Quelques Européens pérégrinent avec, pour certains, des appareils photos, sûrement pour étudier les vestiges laissés notamment par la domination ottomane jusqu'à la fin du XIXe siècle. Un Italien, d'ailleurs, ne peut s'empêcher d'immortaliser la scène devant lui, celle d'un homme à terre et d'un gentleman américain juste au-dessus de lui. Arthur a le visage complètement collé sur le sable et la poussière. Il relève fébrilement la tête, tout en sortant un petit râle au passage, puis son crâne retombe aussitôt sur le sol poussiéreux, incapable de la moindre action supplémentaire. Je l'attrape par le col et puis je le force à se redresser un petit peu. Puis je l'emmène avec moi retrouver... J'entends plus les bruits de tir, Non, donc je m'en approche, enfin, je retourne les voir. tu redescends avec lui. Vous voyez donc la scène, donc ces hommes en train de partir, est-ce que vous les poursuivez ou pas? Ah non. Non. On les a tous vus? Ouais. Bah, moi j'y vais. Tu les poursuis? Moi, je veux juste voir vers... Enfin, tu vois, à la porte, voir vers où il... Bah, tu vois qu'il monte sur un véhicule, donc une vieille Ford. Il monte dessus, donc un cabriolet noir. Il monte et puis ils essayent de repartir, donc aussitôt à l'intérieur. Alors ça a l'air d'être dans la direction. Alors bon, c'est le souk, c'est assez étroit. Bon, ils prennent la voie principale, mais ça a l'air de partir en direction ce qu'on pourrait appeler le Nouveau Caire, la partie coloniale, celle qui a été développée par notamment les Britanniques et en partie les Français. Ok. Bon, bah, du coup, je vais faire un petit râle, puis je rentre dans la salle. Ils sont passés où les autres, là? Bah, tu vois qu'ils sont partis. Tu retrouves tes amis de l'expédition. Tu vois donc Philman qui se déplace avec Chamberlain, avec le pot, avec le col donc qu'il maintient. Il le repose et puis donc il se retrouve. J'époussette légèrement. Froissé. Bah justement, tiens, t'es habillé comment, Philman? En fait, je pense que j'ai pas dû avoir beaucoup l'occasion d'étraîner ma garde-robe. J'ai une espèce de veste qui a dû coûter pas mal d'argent, je pense. Blanche, qui du coup, avec la poussière et la transpiration, a tendance un petit peu à passer. Avec une chemise légèrement ouverte pour laisser passer l'air et assez légère, voilà. Parce que là, vous êtes dans une partie un peu plus sombre. Il fait à peu près 30 degrés. À l'extérieur, il fait encore bien plus chaud, aux alentours de 40 degrés malgré le soleil couchant. C'est une température que vous subissez depuis votre arrivée en Égypte, puisque le thermomètre oscille entre 28 et 40 degrés au mois d'août. Au loin, vous entendez les débuts de la prière qu'entonne le muezzin.
un chant sacré du haut d'un des nombreux minarets qui rotent. Quelques musulmans retardataires se dirigent vers les mosquées proches, comme la mosquée Al-Hussein, un peu plus loin au nord du quartier où vous vous trouvez. Lorsque vous étiez entré à l'intérieur de l'opiumerie, le ciel avait déjà une teinte orangée, offrant une atmosphère particulière douceâtre sur la voûte qui rote. Sa chemise en lin beige, complètement froissée, Arthur essuie maladroitement avec l'une de ses manches sa barbe pleine de poussière et de sable. Il est en sueur, en raison de la chaleur et sûrement, te dis-tu Sibylle, suite aux émanations de l'opium inhalé quelques minutes plus tôt. Il a l'air d'attendre ce que vous pourriez bien faire de lui. Moi, je m'approche de lui, je m'assois en fait à côté de lui. Tu te regardes ? Je lui mets la main sur l'épaule, je dis tout va bien, et puis je sors en fait une gourde, et je voulais pas prendre un peu d'eau pour qu'on discute. Ouais, je veux bien. Puis tu vois qu'il prend la gourde et il la boit à pleine bouche. Et tu vois qu'il vide entièrement Je vais la la gourde. garder un peu, mais c'est pas grave. Merci la petite dame. Vous... Docteur Mossy. Très bien, docteur. Et vous venez pourquoi? Je vous ai donné toutes les indications la dernière fois. Vous avez trouvé sûrement ce que vous cherchiez sur le site de Memphis. On a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'est moi le docteur, j'annonce les mauvaises nouvelles. Il vaut mieux que ce soit C'est toi. ça la mauvaise nouvelle, c'est que c'est toi le docteur. J'annonce les mauvaises nouvelles. Mauvaise nouvelle, c'est moi le docteur. Nora, on a été dans son appartement et visiblement elle a été kidnappée. Tout a disparu, le parchemin, et impossible de savoir ce qui s'est passé. Et ça fait longtemps? 24 heures. Et si vous voulez, je peux vous aider à la rechercher. Je peux faire quelque chose si vous avez besoin d'aide. Est-ce que vous avez entendu des choses sur son travail, si des personnes étaient là en train de la surveiller? Est-ce que... Non. Et les mecs là, vous les connaissiez? Fais-moi un test de perception. De toute façon, je lui fais pas trop confiance. J'ai dans l'idée que nos amis germaniques n'y sont pas pour rien. Tu vois qu'il a du mal à le dissimuler, mais quand votre médecin a commencé à poser des questions sur est-ce qu'il y a des personnes ou autres, tu sentais que il commençait à être un peu plus nerveux. Il a regardé un peu à droite et à gauche, il vous a regardé de manière un peu plus précise, puis après en baissant les yeux, tu sens qu'il cache quelque chose. Et tu vois que pour répondre à ta question, il dit non, mais je les connais pas ces types, je sais pas pourquoi ils étaient là. Bah du coup, son résultat nous... Enfin, Bah, elle vous a rien dit. voilà, juste pour... Donc bah du coup, moi je vais faire un jet aussi. Alors, Ok, bah test de perception. Si ça me paraît cohérent. Perception? Ouais. 5 moins 1, 4. Ouais, donc difficile, je te laisse. Pas l'air de bonne foi. Et tu vois qu'il te regarde, il continue à transpirer à grosses gouttes et je peux trouver quelque chose, vous aider, y a pas de souci, mais je sais pas où aller. Arrête de te foutre de nous, Chamberlain. Il débarque pas comme ça ici pour rien. Il te cherchait. Fais-moi un petit test de charisme. Et du coup, comme je fais provocation, Mhm. ça peut lui mettre un petit -5 si j'ai réussi. Ok. Voilà. Ben, en fait, c'est mon test de charisme face à... Oh, bah j'ai fait un 20. Critical. C'est le deuxième de la partie quand même. Ok. Tu vois qu'il il recule très légèrement. Il fait tomber d'ailleurs une sorte de narguilé donc, sur le côté. Donc tu vois qu'il l'ébroue un petit peu pour arrêter le feu. Tu vois que la personne, en fait, depuis tout à l'heure, vous voyez que les personnes qui géraient l'opiumerie font pas du tout attention à vous. Ils ont regardé le peu d'attaques qui sont faits en peut-être une douzaine de secondes. Il n'y a pas eu de Ils ont hoché un peu les épaules et puis ils ont continué, mais ils ont pas l'air de faire du tout attention à vous. Ils continuent. Vous voyez qu'il y en a d'autres qui continuent à fumer, donc de longues pipes comme ça, très très longues, mais ils font pas du tout attention à votre histoire. Et tu vois que il te regarde et non mais je pensais pas qu'il la toucherait. Il voulait simplement les papyrus, c'est tout ce qu'il voulait. Et je leur ai indiqué parce qu'on peut pas lui dire non, on peut pas refuser quand il vous demande quelque chose. Et À qui? si je vous le dis, je suis un homme mort.
J'ai dans l'idée que si vous ne nous le dites pas, vous êtes quand même mort. Ou un test de charisme. Tu le dis avec un petit sourire en plus. Oui. J'ai plus 5 du coup. Enfin, négociation ou charisme. Je pense que Ouais, ouais, vu que tu as synthèse de charisme, tu peux le rajouter. Ah non, pardon. C'est par rapport. Non, c'est si je dépense un point de fortune. Autant pour moi. Donc du coup, charisme. 11 plus 3, 14. Tu vois qu'il il te regarde. Je fais un regard enclin de bienveillance avec... mais dans le fond de ma pupille, on voit que... L'homme qui voulait les papyrus d'Anubis, c'est un Égyptien. Il vit dans le nord du Caire. C'est un planteur très riche. Il s'appelle... et tu vois qu'il baisse un peu plus la voix. Shakti. Omar Shakti. Mais faites attention à lui. Il a de nombreux alliés. Et c'est un homme qui ne renonce jamais. Et c'est quoi le lien avec les gars qui vont chercher à nous tirer? Je sais pas. Je les ai jamais vus auparavant. Peut-être que ils ont un lien avec Shakti. Je sais pas. En tout cas, pour Nora, je suis vraiment désolé. Je pensais vraiment pas qu'ils allaient... Bah écoute, t'auras ça sur la conscience. J'ai d'autres choses aussi sur la conscience. Je suis vraiment désolé. Tu vois qu'il se rallonge et il se tient la tête et vous voyez qu'il reste en... Je demande vite fait le chemin pour aller justement vers cette confession. Bah, il te l'indique, donc c'est au nord, c'est pas très loin d'un petit village qui s'appelle El Wasta, au nord-ouest de l'Égypte, en direction de la mer Méditerranée d'où vous êtes arrivé depuis Port Saïd. En vous étant un minimum renseigné durant votre voyage, vous savez que depuis l'Antiquité, on découpe le pays en deux parties, la Basse-Égypte et la Haute-Égypte, par référence au flux du Nil. Le fleuve a toujours eu un attrait dans l'histoire égyptienne, tout comme ses mythes. Tel fut le cas par exemple du dieu Osiris, dieu du panthéon égyptien et roi mythique de l'Égypte antique, qui fut noyé dans le Nil, assassiné dans un complot organisé par Seth, son frère cadet. Son corps fut démembré, et l'une de ses parties fut d'ailleurs jetée dans le fleuve sacré. Si le Nil n'avait pu donner aux Égyptiens ce dont ils avaient besoin, l'Égypte ne se serait pas formée. En effet, c'est grâce à la fertilité apportée par les crues du Nil que l'Égypte peut tirer profit de l'agriculture, principalement le long du fleuve et de son delta, dans une zone luxuriante où de nombreux planteurs ont fait fortune. Il vous indique d'ailleurs cette zone où pourrait se trouver cette grande plantation de dattiers et de figuiers appartenant à cet Égyptien, Omar Shakti. On sait que c'est une grande plantation déjà. C'est la première fois que vous entendez parler d'Omar Shakti. Donc il vous a dit que c'était une plantation, que c'était un personnage important maintenant. J'imagine qu'il a des gorilles avec lui, ce mec-là. C'est possible, je suis jamais allé dans sa plantation. Oui, mais vous, ils vous connaissent. Non, une personne est venue me voir au nom d'Omar Shakti, mais c'est pas Omar Shakti lui-même qui se déplace ici. Eh bien, allons rendre visite à ce gentilhomme. Vous saurez trouver les mots pour vous faire accueillir. Je pense. Avant de partir, très chers amis, je serais curieux d'aller fouiller notre habit qui est par terre. Bien sûr. Ok. Qui... Qui le fouille? Pas moi, en tout cas. Bon, moi, ça me dérange pas de le fouiller. Mais... Tu vois qu'au moment où tu t'approches du corps et que tu commences un peu à fouiller, là pour le coup, la réaction de certains des membres qui s'occupent des personnes qui sont allongées, qui fument l'opium, tu vois, qui commencent à cracher par terre et qui te regardent d'un mauvais air. D'accord, je vais arrêter. Par contre, on peut peut-être l'emmener dehors. Ok. Oui, on va retirer le corps. Je pense que les débarrasser d'un cadavre, ça va pas trop les déranger. Ils n'ont pas l'air d'être dérangés par contre, quand vous le déplacez. C'est peut-être pas le premier qui... Par contre, vous savez que si vous le déplacez, vous êtes dans la rue, avec le monde qui circule. Même si c'est beaucoup moins important que durant la journée, là vous êtes en fin d'après-midi, le soleil commence à se coucher, mais il y a encore un peu de monde. Est-ce que j'ai des notions d'arabe, d'égyptien, d'arabe? Ça dépend, est-ce que tu as dans le langue... Eh ben non, j'ai pas la voix des langues. Non, bah non.
Par contre, je pense que Non. C'est pour ça que vous aviez... vous qui avez passé quelque temps, J'ai pas assez. bah, c'est pour ça que Nora était là. Oui. très bien. Ok. Désolée. Et Chamberlain, il parle. Ouais, il parle l'arabe. Cher ami, avant de partir, une petite. J'aurais besoin de vos lumières en traduction. Ok, si vous voulez. J'emmène près d'un des responsables de la fumerie, et puis je lui dis de demander s'il y a une arrière-salle dans le bâtiment. Ok, donc il demande. Tu vois qu'on lui répond et il se tourne vers toi. Ouais, il y en a une. Je sors un petit billet bachiche et je dis demandez-le, monsieur, demandez-lui si on peut s'en servir quelques minutes. Donc il reparle et il se tourne vers toi et il tend la main. Ouais. Ok, donc du coup je lui donne. Il le récupère et il lui passe donc directement. Donc tu vois que Isel, donc il siffle deux personnes. Les deux personnes prennent le corps et commencent à l'emmener à l'arrière. Et du coup, bah là voilà. Désormais, vous pouvez faire votre office, Razlo. Merci, patron. Donc voilà, oui. Donc tu fouilles, tu peux découvrir donc une carte donc d'un planteur égyptien, Omar Shakti. Donc, Et tu vois que c'est marqué aussi antiquaire. sur la même carte. Ouais. Avec une adresse différente ou... Non, toujours la même, la plantation, il t'indique bien précisément où se trouve cette plantation. D'accord, ok. Ben, je vais garder cette petite carte. D'accord. Et donc ensuite, que faites-vous? C'est tout ce qu'il y avait? Pas de papier sur son identité, rien? Non. Ok. Bah, du coup, je vous invite à sortir. On va sortir. Donc ce qui vous marque, c'est de nouveau cette chaleur quand vous sortez. Vous sentez sur votre peau vos vêtements légèrement humidifiés par la sueur. Il fait toujours chaud et cette chaleur harassante amplifie en reprenant les ruelles extérieures du souk. Vous ressentez cette extrême chaleur tout en analysant le terrain devant vous. Le sable prend une place importante dans quelques vieilles rues du Caire originel, constituées d'arcades, de riades archaïques et de bouleaux sombres. Peu de rues sont identifiées par une dénomination. Ce quartier typiquement égyptien ne facilite pas les déplacements par ses multiples ruelles dont des indications sont constituées soit de noms d'échoppes, de boutiques ou encore de vieux bâtiments célèbres. Pour trouver l'opiumerie, on vous a donc donné des indications en fonction de divers ateliers et enseignes. Vous reprenez donc les segments étroits déjà utilisés et vous vous retrouvez au bout de 15 bonnes minutes dans la partie européenne, en face de l'opéra Kédival du Caire, inauguré en 1869 en tant que premier opéra d'Afrique, à l'occasion de l'ouverture du canal de Suez. Au loin, vous entendez le bruit du tramway dont la ligne circule non loin sur l'avenue de la Reine nazie. Est-ce qu'on a un véhicule ou... Ouais, vous avez un véhicule qui a été affrété par Fillman, donc une belle Mercedes des années 30, Ah oui. Très discret. décapotable. Je ne suis pas là pour être distrait. Et donc, quelle va être votre direction? Soit on va directement à la plantation, soit du coup on va peut-être se reposer le temps que certains puissent reprendre un peu d'énergie. Je sais pas, vous voulez. Sachant que je rappelle qu'avec vos points de récupération, si vous reposez 5 minutes, que vous utilisez un point de récupération, Ouais, vous pouvez c'est ça, regagner c'est ça. tous vos points de vie. On est dans un système pulp, donc disons que vos personnages récupèrent de manière presque surnaturelle très rapidement. D'accord. Il est quelle heure? Là, il est à peu près 18h30. Il y a combien de temps à peu près pour aller jusqu'à la plantation? À peu près 1 heure. Sachant que vous savez toujours pas ce qui est advenu de Nora, Ouais. toujours pas ce qui est advenu des papyrus. Oui, mais enfin, la seule piste qu'on a pour l'instant, c'est la plantation. Sachant qu'on a déjà fouillé son appartement, on n'a rien trouvé. Donc, oui, pas d'autres pistes. Pas de piste, pas de piste. Donc, pendant qu'ils discutent, moi j'avance et je rentre dans la voiture. Parce que- Bah, je pense qu'on est déjà dans la voiture. Ah, je sais pas. on a pas- Bah, vous avez cette discussion, oui, Oui, pourquoi pas en direction du véhicule. Du coup, je peux prendre un point. Bah, tu peux, ouais. Ok, donc tu regagnes tous tes points de vie.
Du coup, on se dirige vers la plantation. Ok. Qui conduit? Pas moi. Donc c'est avec dextérité, hein, pour vous dire le modificateur. Qui est Dext? Je vais conduire. Je suis le garde du corps. Donc, je suis aussi le chauffeur un peu. Un peu le chauffeur. Il y a une casquette sur le siège. Vous en venez? Donc vous dirigez en direction du nord, et plus vous avancez, plus le soleil termine sa course à l'horizon. Vous avez laissé la capitale égyptienne et ses multiples bâtiments au toit en terrasse pour rejoindre la route menant vers l'important planteur, Omar Shakti. Le ciel prend une teinte violacée. La température diminue très légèrement au fur et à mesure de votre trajet, car un vent tiède, bienfaiteur, vous rafraîchit le long du Nil. Vous longez le fleuve et son delta. Vous apercevez alors quelques pêcheurs tentant d'attraper avec de grands filets des poissons, et ce, jusqu'à la fin de la journée, au moment où la soirée apaise les corps et ralentit la fatigue. Vous avez certains badauds qui vous observent à certains moments. Vous, ou plutôt votre somptueux véhicule, une Mercedes-Benz 770 de 1932. Au bout d'une heure, après avoir serpenté le cours naturel du Nil, vous percevez les contours d'une immense plantation. De chaque côté, vous avez des dattiers et des figuiers. Il y a plus d'une centaine de personnes qui travaillent encore la terre à cette heure tardive de la journée qui s'achève. Ils font de petits sentiers d'irrigation avec un outillage sommaire. Une piste en terre sèche vous permet de cheminer en plein cœur de la plantation. Au loin, légèrement en hauteur, votre regard tombe obligatoirement sur le monumental palais en terre cuite de plusieurs niveaux, extrêmement riche, de la plantation elle-même. Vous avez l'impression que le bâtiment trône depuis des siècles sur cette plantation. Quand vous rentrez sur le sentier, menant au cœur de la plantation, tous les planteurs se relèvent, comme un seul homme, et observent votre véhicule se déplacer en direction du palais d'Omar Shakti. Au bout de 5 minutes, vous finissez votre course après être monté en pente douce vers un espace où se trouvent déjà une vingtaine de véhicules européens, tous garés. Des portiers égyptiens habillés à l'européenne sont présents. Des personnes semblant importantes par leur tenue sont là, elles aussi, toutes européennes pénétrant les lieux. Ce monument étrange est extrêmement moderne à l'intérieur de ce que vous pouvez observer d'un premier coup d'œil au-delà des 2 battants de l'entrée. De grands chandeliers de cristal, des bougies sur de splendides et grands bougeoirs donnant une atmosphère chaleureuse et intimiste au lieu, différents types de marbre, rouge, blanc et noir. Une myriade de richesses constituées de statues grecques, égyptiennes, phéniciennes et ottomanes marquent l'opulence de la demeure. Et donc, vous arrivez devant ce qui a l'air d'être un petit espace pour garer ces véhicules. Et donc, vous arrivez. Vous voyez qu'un portier déjà se présente face à vous et vous regarde. Bonsoir, messieurs, dames. Vous êtes attendus pour la réception? Je peux avoir 6 secondes de réflexion. Tu vois qu'il trouve le temps long, lui aussi. Je m'avance et je me présente, Dr Moses. Oui, tout à fait, nous avons été conviés par Monsieur Shakti. Tu vois qu'il prend un petit carnet. Désolé, mais je ne trouve pas votre nom. Du coup, j'utilise un point de fortune, là, oui, un point de fortune. Ok. T'as combien de points de fortune? 2. 2. Ok. Et je l'encourage à mieux regarder. Ok. Alors ça fait quoi en particulier? Chaque point de fortune lui permet d'obtenir un bonus de plus 5 au test de négociation ou de charisme. Il peut être dépensé après avoir pris connaissance du résultat de l'action. Ok. Eh ben, tu peux utiliser ton jeton blanc et puis tu peux faire un test de charisme. 7 plus 5, 12 plus 3, 15. Ok. Tu vois qu'il regarde quand même son carnet, tu lui as passé l'argent, tu vois qu'il hésite énormément. Il prend le temps, il regarde derrière lui. Ok, très bien. Eh bien, je garde votre véhicule, tu vois qu'il te passe un petit papier. Merci. Et je vous retrouve plus tard. Tu vois qu'il prend votre véhicule et il vous laisse donc devant l'entrée. On le salue et on avance. Ok. Donc vous rentrez, et première chose qui vous frappe, vous n'avez que des Européens. Au sein de la demeure, cela parle aussi bien anglais majoritairement que français ou encore italien ou allemand. D'ailleurs, deuxième chose que vous remarquez, c'est un général d'armée de la Wehrmacht, l'armée allemande, assis sur un des nombreux canapés vermillon du salon.
C'est un homme d'une quarantaine d'années, brun et borgne d'un œil. Un cache-œil noir couvre son invalidité. Il a le dos bien droit et son œil valide semble être une bille d'acier prête à en découdre avec n'importe quel convive de la soirée. Les traits fins, son aspect agréable dénote avec le regard violent qui se dégage de cet officier allemand. Il observe la scène tout autour de lui. Vous avez une cinquantaine de personnes présentes dans les lieux. À bien y regarder, vous apercevez d'ailleurs aussi quelques Égyptiens richement vêtus. Vous apercevez notamment une jeune fille, Safinaz Zulfikar, une femme courtisée par le roi Farouk. Elle est la petite fille de l'illustre Premier ministre Mohamed Saïd Pacha. D'une manière générale, vous sentez une extrême richesse. Ils sont habillés à l'européenne et parés de nombreux bijoux et discutent entre eux. Un homme semble hermétique à cette soirée. Un homme que vous remarquez tout de suite. Son regard profond est hypnotique. Il vous dévisage avec un léger sourire lorsque vous pénétrez les lieux. Il a un visage émacié, des cheveux courts bruns, et sans nul doute, c'est un Égyptien, par sa peau mate caractéristique. Une aura particulière se dégage de cet homme, portant un costume anthracite et un col roulé bordeaux du plus bel effet, mais qui semble horriblement chaud pour la période. Pourtant, il ne transpire absolument pas. Il est fin et contrôle la pièce de ses yeux verts étincelants. Une pièce où plusieurs canapés et des flambeaux à différents endroits donnent une atmosphère chaleureuse et intimiste. Les couleurs chaudes prédominent. D'ailleurs, un trône, au bout du salon, est positionné étrangement dans ce cadre de vie. Au-dessus, un balcon intérieur permet de discerner un immense étage et la coupole qui orne le plafond. Quelques tableaux orientalistes complètent le tout. Et les gens qui sont là, ils sont occupés à quoi en fait? Ils discutent entre eux. Vous voyez que quelques personnes apportent des coupes de champagne, les distribuent. D'ailleurs, vous en avez un qui arrive vers vous avec des coupes et vous présente. Ok. Et donc vous avez d'autres avec des petits fours qui arrivent comme ça et puis qui vous circulent aussi entre vous. On n'arrive pas à deviner quand on rentre, excuse-moi, le pourquoi les gens sont là. Si c'est, ils attendent quelque chose, on ne sait pas. En tout cas, ils discutent entre eux. Ils ont l'air d'être entre convives d'à peu près du même niveau de vie. Et donc ils sont plutôt à l'aise entre eux et ils font pas du tout attention à vous. Donc je prends un petit four en demandant au serveur et c'est quoi la petite sauterie ce soir? C'est pour l'ouverture de la nouvelle plantation de Monsieur Shakti. Ah oui, évidemment. Et Monsieur Shakti, c'est le monsieur là-bas sur le fauteuil? Évidemment. Mais oui, suis-je bête. Merci mon brave. Et tu vois qu'il se déplace. Vous savez à qui parler? Je ne saurais que trop vous conseiller de bien vous tenir. Vous remarquerez que j'ai pris un petit four et non une boisson, personnellement. Donc, est-ce que vous rentrez dans le salon lui-même? Du coup, moi, je m'approche de la personne qui est... de toute façon, il a l'air d'être, oui, le maître de maison. Je m'en approche. De façon la plus avenante possible. Ça marche. Est-ce que vous le suivez? De loin, moi. Je regarde un petit peu ce qui se passe. Ok. Moi, je vais aller fouiner, moi. Ok. Tu fouines vers où? Pour l'instant, dans la pièce principale, voilà, j'observe un peu la déco, s'il y a des choses qui me font penser justement à plus la mythologie égyptienne et notamment voilà, des choses. Fais un test de perception, s'il te plaît. Et 8 et 3, donc 11. Donc tu regardes, mais ça a l'air d'être différents styles, donc différentes périodes égyptiennes, parfois plus anciennes, plus proches. Alors quand je dis proches, c'est au moins pour les plus récentes, elles ont peut-être moins 1000 ans, mais il y a différents types de styles et périodes égyptiennes. Et ça n'a pas l'air d'être lié, il a l'air d'avoir acheté ce qu'il voulait tant qu'il pouvait le faire. Et donc tu arrives face à lui, et donc tu es à peu près 1 mètre de lui. D'accord. Et tu t'entends un petit bruit juste en contrebas, tu sens qu'il y a quelque chose qui se frotte contre toi, sur ta cheville, et tu vois en fait un sphinx, donc un petit chat sans poils, avec ses grandes oreilles pointues. Il a un regard étrange, bleu et parfois violet. Il miaule énergétiquement en te dévisageant. Tu as cette impression qu'on cherche à lire en toi, Mason. C'est comme si ce chat cherchait à creuser au fond de ton âme pour y récupérer quelque chose. Une parcelle de vie ou un songe, un espoir, une promesse. Il miaule de nouveau, l'air satisfait. Sa peau, te dis-tu,
le fait ressembler à une sorte de gros rat. Tu sais que le chat est l'un des nombreux animaux dont les attributs furent vénérés dans l'Égypte antique. Il était notamment associé au symbole de protection. L'animal à 4 pattes monte rapidement avec une souplesse toute féline à côté de son maître sur le canapé. Le sphinx te toise ensuite de nouveau, tout comme l'homme en face de toi. Bonsoir. Bonsoir. Et tu vois qu'il n'a pas du tout d'accent égyptien. D'accord. Que puis-je faire pour vous? Bien, je venais remercier les groupes de maison pour cette soirée. De rien. À qui ai-je l'affaire? Mason Fillman. De bons amis à moi ne m'ont que trop conseillé de venir voir Monsieur Shakti. Eh bien, vous l'avez trouvé. Et je suis heureux que, tu vois, qu'il se tourne vers l'ensemble de la pièce, que l'expédition Fillman elle-même soit là au grand complet. Vous en avez donc entendu parler? Oh, oui. Je sais beaucoup de choses. Et que savez-vous, par exemple? Eh bien, je sais que vous avez fait des recherches à Memphis et que vous avez retrouvé différents types d'objets sur Anubis, notamment des papyrus. Oui, retrouver, perdu, vous savez, ce sont des notions qui sont tellement vagues. Effectivement, ce que l'on perd, on peut aussi le retrouver. Vous qui êtes tant au courant que ça, avez-vous entendu, comment dire, parler d'une personne qui aurait peut-être retrouvé mes papyrus? Possible. Tout dépend ce que vous désirez en faire et jusqu'où vous êtes prêt à aller pour les récupérer. Tout dépend ce que vous demandez. Ce que je demande simplement, c'est de placer quelque chose dans un lieu particulier. Je suppose que je ne peux pas demander ce qu'est cette chose. Tu vois qu'il se tourne vers son chat. Eh bien, il s'agit de Nubie, mon chat. Quelque chose de très simple. Adorable Matou. Effectivement. Ce que j'aimerais, c'est que vous l'emmeniez là où vous allez vous diriger, si vous voulez revoir vos papyrus. Et la personne qui est censée me les traduire, je suppose. Sûrement. En tout cas, si certaines personnes qui sont ici ce soir l'ont laissé en vie. Donc toi qui es assez près, tu l'entends. Toi, tu vois qu'il y a une discussion qui commence à s'organiser, mais tu n'entends pas ce qui est énoncé. Et toi, bon bah pendant ce temps, tu es en train d'observer. Voilà. J'arrive à voir, moi, les gens potentiellement dangereux autour de nous. Le seul qui a l'air vraiment dangereux, c'est cet officier allemand, qui est donc sur l'autre canapé et qui a l'air d'observer en fait Fillman et Shakti en train de discuter. Et tu vois qu'il a les traits serrés, tu vois qu'il a le poing fermé et tu vois qu'il observe la scène de manière presque mystique. D'accord. Est-ce que du coup, en observant un petit peu le chat, est-ce que j'ai déjà entendu parler de ce genre, on va dire, de créature? Oui, c'est un sphinx. Non, mais je veux dire autrement que... Fais-moi un test d'intelligence. 2 et 2, 4. Donc tu sais que c'est un chat, un sphinx, voilà. Qu'il a pas de poils. Du coup, je continue ma conversation avec Monsieur Shakti. Malheureusement, si la personne qui était censée traduire les papyrus n'est plus, je vais avoir beaucoup de mal à traduire les papyrus et à comprendre où je dois aller. Tu vois qu'il se penche légèrement sur le canapé, met ses 2 mains jointes, comme s'il faisait une confidence. Allez chercher tous les membres de votre expédition. Du coup, je me retourne vers Raslo. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, aller chercher... Bien entendu, je vais y aller de ce pas. Donc, je me dirige vers lui. Est-ce que... Je sais où est... Ouais, bah oui. Dans la pièce, hein, c'est juste que je... Tu vois juste que... Ouais, inspecte...
J'écoute, tu vois, aussi en même temps. Les autres autour. Ouais, bah ouais. Ah, les croûtes. Ah oui, par contre, les petits fours sont super bons. Hein. Voilà, et puis après, ben, effectivement, tu peux les ramener vers Shakti, enfin, sauf si vous voulez rester là où vous êtes pour le moment. Non, bah, on était dans l'attente de... Donc vous êtes tous réunis. Je demande si permission nous est donnée de nous asseoir. Bien sûr. Et tu vois qu'il te montre donc quelques fauteuils, quelques sièges qui forment un petit peu une table autour, une sorte de cercle autour d'une petite table donc en cuivre très bien ouvragée sur lequel vous avez quelques verres, des carafes d'eau, ce genre de choses, du vin. Enfin voilà, on fait vraiment attention aux convives et on essaye toujours de montrer l'opulence du lieu. Du coup, j'en profite pour me sortir une petite boîte de ma chemise, ouvrir, prendre un cigarillo. Et tu vois qu'il est toujours dans cette position donc particulière, les mains jointes, légèrement penché pour vous observer. Bien, je discutais avec Monsieur Filman concernant votre archéologue et les papyrus. Je sais où ils sont. En tout cas, je sais qu'il les a obtenus et je sais qu'il recherche absolument ce qui permettrait à leur principal personnage d'avoir une puissance hors du commun. S'ils sont ici, c'est pour la puissance de ces papyrus. Je ne sais pas si vous recherchez précisément en particulier quelque chose dans ces papyrus, mais eux, ce qu'ils recherchent, c'est le mystère qui entoure Alexandre le Grand. Avez-vous déjà entendu parler d'Alexandre le Grand et de son histoire égyptienne? Et donc il voit bien que, pas dans les détails, et donc il a un léger sourire. Bien. Alexandre le Grand, roi de Macédoine et de la Grèce unifiée, vint en Égypte lors de sa conquête de l'Empire perse. C'est en Égypte qu'il fonda au IVe siècle avant Jésus-Christ la cité d'Alexandrie. Devenu pharaon, il décida de s'attirer les faveurs des dieux égyptiens en allant voir l'oracle d'Amon. C'est là qu'il ne put s'empêcher de réclamer au dieu lui-même sa puissance, désirant ardemment contrôler ce que nul homme n'avait imaginé avant lui. Un empire bien plus vaste que ce que l'humanité entière pouvait rêver. Amon intercéda en sa faveur et lui offrit une part de ses facultés, bien trop heureux de se jouer des hommes. Savez-vous que le véritable nom d'Amon est Imen? Cela signifie dans notre langue le caché ou l'inconnaissable. Peu de gens de mon pays savent que c'est en réalité un dieu sournois et bien plus ancien que les dieux égyptiens eux-mêmes. Alexandre échoua aux portes d'un succès grandiose malgré ou en raison de la puissance d'Amon. Ses généraux avaient vu la folie s'emparer de leur roi, notamment lorsqu'il laissa la cité de Persépolis livrée au pillage et aux flammes après sa conquête. Alexandre le Grand devenait une bête, un être assoiffé de pouvoir et de mort à la fin de sa courte vie. Sa dépouille fut cachée pour que nul ne découvre les ravages de la folie et de la force d'un dieu sur un simple mortel. C'est Ptolémée, l'un des fidèles généraux d'Alexandre le Grand, qui ramena sa dépouille en Égypte, où il fut décidé que celui-ci serait dérobé aux yeux de tous pour protéger l'humanité des capacités maléfiques du dieu Amon. Car, voyez-vous, on dit que la personne qui réveillera Alexandre le Grand profitera de sa puissance pour devenir l'égal d'un dieu. Les nazis ont trouvé sa tombe. Il ne leur manquait que les papyrus. Ils les ont actuellement, ils se sont déplacés. Je ne sais pas s'ils commencent déjà leur action. Mais j'ai un moyen pour vous de les en empêcher. Et la suite. Au prochain épisode. Joli. Voilà pour cette première partie. Eh bien, on espère que vous avez apprécié cet épisode. C'était le premier de Critical Play. Ouais. Alors, ça fait comment? Un petit peu de pression, mais j'ai hâte de voir la suite. Ouais, et puis il fait chaud comme en Égypte, hein.
On s'est mis dans l'ambiance. La température monte. Comme d'habitude, pour ceux qui nous suivent, et puis pour les nouveaux, eh bien, on va vous dire, ça sera peut-être une habitude. N'hésitez pas à mettre des pouces si vous avez aimé cet épisode, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre. Sur le Discord, pour refaire le film, on sait jamais. Et puis, si vous voulez soutenir cette chaîne, ce n'est pas une obligation, mais on a un Tipeee sur lequel vous pouvez eh bien, nous aider, nous soutenir, et le lien est sous la vidéo. Et puis, eh bien, on se dit à dans 2 semaines pour la suite de ce one-shot sur la malédiction de la momie, qui est donc Alexandre Born. À dans 2 semaines. Salut. Ciao.